Juste avant de commencer, je voulais vous dire que cette vidéo est rendue possible grâce au soutien de Yomoni, l'un des leaders français de la gestion d'épargne en ligne. Je vous explique en fin de vidéo pourquoi Bill Gates aurait dû investir chez eux. L'histoire de Bill Gates, elle commence le 28 octobre 1955 à Seattle, au nord-ouest des États-Unis. Bill Gates, dont le vrai nom est William Henry Gates III, c'est lourd à porter, et vous le devinez, je crois, à ce nom à rallonge, Bill Gates a grandi dans une famille très bourgeoise. Son père, c'est un avocat d'affaires, l'un des meilleurs de Seattle, et sa mère, Mary Maxwell Gates, est prof. Avec le temps, la mère du jeune William va arrêter son job pour pouvoir se consacrer pleinement à ses 3 enfants. Au total, le couple aura 2 filles et un garçon, Christy, Libby et Bill. Ouais, parce que si vous saviez pas, Bill, c'est le diminutif de William. Bill, il est archi gâté par ses parents, qui veulent lui inculquer des valeurs de réussite et de compétition. C'est très clair, il doit être le meilleur. Alors que c'est encore un gamin, les parents de Bill comprennent qu'il n'est pas vraiment comme les autres. Il est brillant, il a une mémoire exceptionnelle. En fait, il passe plus de temps le nez dans ses bouquins qu'à jouer avec ses copains. Et je vous parle pas de petits bouquins, hein. Bill Gates, quand il est gamin, il s'enfile l'encyclopédie entière ou la biographie complète de Napoléon. Vous cernez le perso, c'est un drôle de gars. Puis, progressivement, Bill Gates grandit et il développe un caractère bien affirmé. Il n'hésite pas à tenir tête à ses parents. Petite anecdote que je trouvais marrante, alors qu'il a que 12 ans, il est à table avec sa famille et il est un peu insolent. Son père s'énerve et lui balance un verre d'eau dans la tronche, et au lieu de se mettre à pleurer, comme n'importe quel enfant de 12 ans, il reste très calme et lui balance un « merci pour la douche ». Bon alors, moi ça me fait marrer, mais les parents de Bill, pas trop. Alors il décide d'aller voir une psy, qui va leur donner le meilleur conseil, foutez-lui la paix. Les années passent, on est en 1968, les parents de Bill ont écouté la psy et inscrivent leur fils dans une école privée très sélective, la Lakeside School, qui est connue pour laisser les élèves assez tranquilles. Et cette école, elle a un super avantage, elle possède un ordinateur. Mais j'aimerais vous remettre dans le contexte, on est en 1968. L'homme n'a pas marché sur la Lune. À cette époque, les PC, les personal computers, ça n'existe pas. Ce qu'on appelle un ordinateur, dans le langage courant à l'époque, c'est ça. Une machine énorme qui permet de faire des calculs très compliqués. On est encore très loin du clavier, écran, souris. Cet ordi, il a un petit nom et il s'appelle le PDP-10. Et il coûte, je sais pas combien il coûte, j'ai pas réussi à trouver, mais il coûte une blinde. La Lakeside School, l'école de Bill Gates, c'est une école de privilégiés, ils ont envie d'initier les élèves à l'informatique. Pour Bill Gates, c'est encore un ado, il a 13 ans, c'est une révélation. Il est fasciné par cette machine. Et c'est à ce moment-là qu'il rencontre un mec qui a 2 ans de plus que lui, un certain Paul Allen. Entre les deux garçons, c'est tout de suite un coup de foudre amical, ils sautent les récrés et sèchent les cours pour pouvoir s'enfermer dans la salle de l'ordinateur. Et ensemble, ils vont programmer un jeu de morpion. C'est un délire hein, quand tu vois la complexité de la machine, et les 2 petits gars sont tellement doués que leur école va leur demander de créer un logiciel pour gérer les emplois du temps de toutes les classes. Right, I did the school scheduling. It was a very nice position to be in. And how did you make that work to your advantage? Well, we had 80% boys and 20% girls. Right. But in my classes, they were all girls. Just you, because you worked the schedule into the... There you go. Les années lycée passent, Bill et Paul développent leurs skills en informatique, et Bill Gates ne pense qu'à une chose, monter sa boîte. Bon, autant dire que ses parents sont pas très chauds. Ils sont nés dans les années 20, l'informatique ça leur parle pas du tout, alors c'est décidé, Bill Gates va étudier le droit et il deviendra avocat comme son père. 1973, Bill Gates part à Boston, et il étudie à la fac de droit d'Harvard. Bon, sans surprise, le droit, ça l'intéresse pas de ouf. Il passe plus de temps à jouer au poker avec ses potes et à traîner dans les salles d'ordinateur que dans les amphis de la fac. Et pendant que Bill est à Harvard, son meilleur pote, Paul, est lui aussi à Boston, mais pas pour faire des études. Lui, Paul, il a de la chance, il a pu choisir sa voie. Il est programmeur informatique dans une entreprise. Une année passe, on est en 1974, et les 2 potes entendent parler d'une machine. En fait, un ingénieur, fondateur de la société informatique MITS, un certain Ed Roberts, vient d'inventer l'Altair 8800. Un ordinateur sans clavier, sans écran, qui ne sert qu'à calculer. Paul saute sur l'occasion et propose à Bill d'inventer un langage informatique pour simplifier son utilisation. Alors, les 2 jeunes parviennent à rencontrer ce fameux Ed Roberts qui accepte la proposition et Bill s'enferme pendant 1 mois dans sa chambre à Harvard pour bosser nuit et jour sur ce projet. Ed Roberts a eu raison de leur faire confiance, Bill Gates finit par inventer le langage de l'Altair 8800. Ce langage s'appellera le Basic Altair. Et c'est un premier contrat, donc ils sont contents, les 2 copains se font de l'argent. Ils touchent $3000 chacun, mais surtout ils restent propriétaires du truc. Ça veut dire qu'à chaque fois que le Basic Altair est distribué, ils touchent $35. Au volume, ça peut représenter pas mal de cash, donc pour ça, ils sont obligés de créer une boîte.
On est en 1975, Bill Gates et Paul Allen créent leur boîte, ils vont l'appeler Microsoft. Micro pour microcomputer, ça veut dire micro-ordinateur en anglais, et soft pour software, qui veut dire logiciel. Et alors, les deux copains d'enfance vont se partager un peu le boulot. Bill va gérer la partie technique et Paul la partie commerciale. Parier sur les ordinateurs, c'est encore un peu risqué. Mais Bill Gates, à ce moment-là, a une conviction assez forte. Un jour, chaque famille aura son propre ordinateur. Dans la foulée, Bill prend une décision radicale. Il décide de quitter Harvard. Mais pour rassurer ses parents, il demande seulement un congé temporaire à l'administration. Bon, pour info, il y retournera jamais, sauf une fois, en 2007, pour recevoir un diplôme honorifique à 51 ans. Dad, I always told you I'd come back and get my degree. Bill Gates a pas beaucoup de loisirs. Sa vie, c'est sa boîte. Bon, il y a un truc qui le fait kiffer quand même, c'est la vitesse. Alors il décide de s'acheter une Porsche avec laquelle il adore prendre la route. Il fait le malin, mais ça finit par le rattraper puisque 3 fois, il est arrêté pour excès de vitesse, conduite sans permis et alcoolémie au volant. Bon, ça se voit sur la photo, il s'en fout complet. En 1978, Bill Gates a 23 ans et Microsoft, qui est une boîte de 11 salariés, s'installe en banlieue de Seattle. Bon, et Bill, il a le look des start-upers d'aujourd'hui. Il est mal coiffé, il est en jean et en basket. Il est jeune, certes, mais il démérite pas, c'est un accro au taf. Parfois, quand sa secrétaire arrive le matin, elle retrouve son patron endormi dans son bureau parce qu'il est resté bosser toute la nuit jusqu'à épuisement. Bon, vous avez le perso, Bill Gates, c'est un ambitieux, un petit génie de l'informatique. Il a 23 ans et il est loin de se douter qu'un jour, il sera l'homme le plus riche du monde. On est en 1981. Bill Gates a 26 ans et les petits ordinateurs personnels, les PC, apparaissent sur le marché. À cette époque, IBM, qui est une très grande boîte américaine d'informatique, cherche quelqu'un pour l'aider à développer un système d'exploitation à commercialiser avec ses ordinateurs. Ouais. Parce que pour vous, un ordinateur, c'est ça. Mais avant, un ordinateur, c'était ça. Et un système d'exploitation, j'étais pas trop sûr de comment le définir, mais en gros, c'est l'ensemble des programmes qui lui permettent de fonctionner. Bon, et là, coup de bol pour Bill, sa mère connaît un mec assez haut placé chez IBM. Ils sont tous les deux bénévoles dans la même asso. Quand elle apprend que IBM cherche des petits génies informatiques, elle lui présente son fils. Ce qui est très marrant, c'est que Bill Gates, en fait, il a jamais créé de système d'exploitation de toute sa vie. Mais il sait qu'un développeur américain, un mec qui s'appelle Tim Patterson, a créé un système d'exploitation qui conviendrait parfaitement à IBM. Et là, l'histoire est folle. Bill va acheter à ce développeur, sans lui donner trop de détails, son système d'exploitation pour 50 000 $ et le livrer à IBM. Là où c'est fort, c'est qu'il va pas demander un cachet fixe pour ça. Non, il va demander un pourcentage sur la vente de chaque PC de la marque. Ok, le deal est signé, Microsoft empochera 3 $ par vente. Alors, ça paraît rien 3 $, mais IBM prévoit d'en vendre 500 000 en 3 ans pour que finalement, au total, 2 millions de PC soient vendus. On est en 1981, Bill Gates a 26 ans et c'est comme ça qu'il devient millionnaire. Et ça va pas s'arrêter là. Le PC est devenu un véritable produit de consommation. Il y a des PC dans les bureaux, dans les écoles et chez de plus en plus d'Américains. Et dans cette industrie qui explose, Microsoft devient incontournable. Mais les méthodes de Bill Gates, elles, deviennent de plus en plus problématiques. On raconte qu'il est tyrannique avec ses équipes. Son grand truc, c'est de poser des questions de plus en plus difficiles à ses collaborateurs, jusqu'à ce qu'ils craquent et qu'ils finissent par dire qu'ils ne savent pas. You guys never understood. You never understood the first thing about this. En 1983, Paul Allen, son associé et son ami de toujours, finit par claquer la porte. En fait, il est tombé gravement malade à la fin de l'année 1982 et il accuse Bill Gates de tenter de profiter de sa faiblesse et de l'arnaquer. Bon, malgré ça, Bill Gates s'en sort vachement bien. En 1985, Microsoft, qui a changé de logo d'ailleurs, fête ses 10 ans avec un joli chiffre d'affaires. La boîte fait 140 millions de $ de revenus. Alors forcément, le nombre de salariés se multiplie pour atteindre le nombre symbolique de 1000 personnes en 1986. Ça commence à devenir sérieux. Bill Gates devient vraiment ultra tuné et il se met même à porter des cravates. Bon, mais il a quand même un souci, il a un concurrent et un concurrent de taille. Un mec qui s'habille toujours pareil avec un col roulé noir et des lunettes. Ce mec, c'est Steve Jobs, le créateur d'Apple. Ils ont le même âge et son éclair de génie, à lui, ça a été de créer en 1984 le Macintosh, le premier ordinateur à avoir une souris déjà, et aussi le premier à proposer une interface simplifiée avec des petites icônes. C'est vachement minimaliste, vachement plus cool que l'ordinateur d'IBM avec son écran noir et sa suite de chiffres verts. Clairement, à ce moment-là, Apple a 10 ans d'avance sur IBM. Steve Jobs est déjà dans une esthétique hyper épurée. En 1984, Bill Gates est tellement obsédé par l'interface d'Apple qu'il va, disons, s'en inspirer. En fait, Microsoft va bosser avec Apple pour lui fournir des logiciels et ça va permettre de se renseigner un peu sur le fonctionnement du Macintosh. Et c'est comme ça qu'en 1985, Microsoft sort un nouveau système d'exploitation, plus intuitif, plus simple
il l'appelle Windows. Alors forcément, Apple porte plainte pour plagiat, l'histoire va durer 12 ans, et finalement, Bill et Steve vont trouver un accord, Microsoft investit 150 millions de dollars dans Apple, qui, en échange, abandonne ses poursuites. It's a package announcement today. We're very, very happy about it. We're very, very excited about it. And I happen to have a special guest with me today via satellite downlink. And if we could get him up on the stage right now. Mais on retourne à la fin des années 80. En 1986, Microsoft rentre en bourse. L'année suivante, Bill Gates devient le plus jeune milliardaire du monde à seulement 31 ans. Mais c'est pas parce qu'il est milliardaire qu'il arrête de taffer. Il prend très peu de vacances, on dit même qu'il n'a pas meublé son salon pendant des années. Bon, il a quand même le temps de draguer. En 1987, il rencontre une certaine Melinda French, qui est chef de produit chez Microsoft. Bill et Melinda tombent amoureux, et au début, leur relation reste secrète. Melinda a peur de la pression des médias sur leur couple. Elle racontera qu'un jour, elle a surpris Bill en train de dresser une liste avec les avantages et les inconvénients de se marier avec elle. Bill Gates, c'est un pragmatique, c'est pas un romantique, mais bon, ils finissent quand même par se marier le 1er janvier 1994. Le mariage est archi luxueux, ils privatisent tout simplement l'île de Lanai à Hawaï. Et on peut dire que ce mariage tombe à pic, puisque 2 ans plus tard, en 1996, la maison que Bill Gates a commencé à faire construire 7 ans plus tôt au bord d'un lac est enfin terminée. Is it just like the coolest house of all time? For me, it's the coolest house of all time. Bon, j'ai dit maison, mais on peut dire demeure, ou complexe si vous voulez. 3 étages, plus de 4000 m², 24 salles de bain, 6 cuisines, une maison d'amis, une salle de trampoline, un cinéma, une salle de réception qui peut accueillir 200 personnes et une piscine de 18 mètres de long. Ah oui, et puisque Bill Gates adore lire, il y a une bibliothèque de 200 m² dans laquelle il y a 14 000 livres. 2 ans après leur mariage, on est en 1996, Bill et Melinda ont leur premier enfant, c'est une fille, elle s'appelle Jennifer Catherine. Puis le couple, en 99, aura un garçon, Rory John, et une autre fille, Phoebe Adele, en 2002. Bon, les enfants ne manquent de rien, vous vous en doutez, on est en 1995, et Windows devient tout simplement le système d'exploitation le plus vendu au monde. Et tout ça, forcément, ça augmente la richesse de Bill Gates. Le célèbre magazine américain Time, à la fin des années 90, le décrira comme le maître de l'univers. Cette même année, Bill Gates lance un nouveau projet avec sa boîte, Internet Explorer. À l'époque, peut-être que vous étiez pas né, je l'étais pas non plus, il y a déjà un navigateur qui existe qui s'appelle Netscape. C'est le premier navigateur web que tout le monde connaît. Mais très rapidement, Internet Explorer va le dépasser. En 1996, Bill Gates a 41 ans et il devient l'homme le plus riche du monde. En 1998, Internet Explorer met un chaos à Netscape, la boîte fait faillite. Mais il commence à y avoir un problème, c'est que Microsoft est accusé d'abuser de sa position de monopole sur le marché de l'informatique pour gagner la bataille d'Internet. En gros, l'entreprise est suspectée d'avoir dissuadé ses concurrents de se maintenir sur le marché, donc en mai 1998, un procès dit antitrust contre Microsoft est ouvert. Ce procès, c'est une énorme emmerde pour Bill Gates. Le procès peut aller jusqu'au démantèlement de sa boîte. Certains l'ont vu carrément fondre en larmes en pleine réunion. Finalement, fin 2001, Microsoft est reconnu coupable et un accord dit à l'amiable est conclu entre l'entreprise et le ministère de la Justice américain. La sanction est la suivante. Il impose par exemple à Microsoft de fournir des informations sur Windows à ses concurrents. Cette affaire entache sacrément son image et celle de la boîte. Après, pendant cette période, Microsoft n'a pas chômé. Je vais pas vous détailler tout ce que l'entreprise a sorti, mais je voulais quand même pas passer à côté d'un truc qui voit jour en 1999, MSN. Ça a marqué ma génération pour le coup. Je pense que ça vous évoque aussi pas mal de souvenirs. Les premiers statuts, les premiers emojis, les premières visios aussi avec la webcam, avec le truc qui marchait une fois sur 2. Bref, on change de millénaire, on est désormais en 2000. Bill Gates est toujours l'homme le plus riche du monde et il décide de céder sa place de directeur général de Microsoft à Steve Ballmer. Bon, il reste quand même administrateur de la boîte à ce moment-là, donc les décisions importantes passent par lui, mais il a envie d'avoir du temps pour se consacrer à la deuxième plus grande aventure de sa vie, sa fondation. On est en 2000, Bill Gates est encore dans la sauce à cause du procès de Microsoft, mais avec sa femme, Melinda, ils ont un projet qui aussi accessoirement pourrait redorer l'image de l'homme le plus riche du monde. Ensemble, ils vont créer leur fondation caritative. La fondation Bill et Melinda Gates, dont l'objectif est d'éradiquer certaines maladies, comme le sida, le paludisme ou la polio, en finançant notamment d'immenses campagnes de vaccination, notamment en Afrique. We stopped polio by giving kids the vaccine drops. And if you can get 90% of the kids to have those drops, then the disease stops spreading.
Une autre mission de la fondation, c'est de permettre à tous les enfants d'accéder à l'éducation et à la connaissance. En 2005, le Time le nomme personnalité de l'année, aux côtés de Melinda, sa femme, mais aussi du chanteur Bono du groupe U2 pour leur action philanthropique. La même année, Bill Gates est carrément anobli par la reine Elisabeth II en récompense de ses efforts pour lutter contre la pauvreté dans le monde. Désormais, sa fondation, c'est vraiment toute sa vie. Il ne veut se consacrer qu'à ça. En 2008, il lâche encore plus prise sur Microsoft. Il reste seulement président non exécutif du conseil d'administration. C'est une fonction purement symbolique, il dirige plus du tout les activités de la boîte. D'ailleurs, il y a une petite vidéo que je vous ai retrouvée, un peu à la The Office, qui s'appelle Le dernier jour de Bill Gates chez Microsoft, et on voit Bill Gates à la recherche d'une nouvelle passion. Le nombre de caméos dans cette vidéo est hallucinant. Dude, wasn't that the craziest riff you've ever heard? Oh, for f***'s sake. Bill, we've talked about this before. We're full up in the band. J'aimerais vraiment vous faire comprendre que Bill et Melinda Gates ont fait entrer la philanthropie dans une autre dimension. La Fondation Gates, c'est la plus grande organisation caritative du monde, avec un budget annuel de plusieurs milliards de dollars. C'est plus que certains gouvernements. La Fondation Gates, aujourd'hui, c'est le deuxième contributeur au budget de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. D'ailleurs, en 2010, Bill et Melinda s'associent à un bon copain, Warren Buffett, un homme d'affaires et milliardaire américain, pour lancer la campagne The Giving Pledge, ce qui veut dire la promesse de don. À travers cette initiative, les milliardaires sont invités à donner plus de 50% de leur fortune personnelle. The rich are always going to say that, just give us more money and we'll go out and spend more and then it'll all trickle down to the rest of you. But that has not worked the last 10 years and I hope the American public is catching on. Au total, plus de 200 milliardaires se sont engagés dans ce projet, soit de leur vivant, soit via leur testament, et on en parle parfois dans la presse, on les appelle les pledgers. Alors là, je vais vous dire un truc et vous allez me dire, mais tu dis la même chose depuis 3 minutes. En 2014, à 59 ans, Bill Gates quitte la présidence du conseil d'administration de Microsoft. Il décide de céder sa place de directeur général de Microsoft. Il reste seulement président non exécutif du conseil d'administration. C'est des étapes d'au revoir qui durent longtemps. On peut comprendre pourquoi. Bill Gates, sa nouvelle mission dans la vie, c'est éradiquer les maladies. Et on a retrouvé un extrait, en 2015, de Bill Gates qui donne une conférence. Il dit que sa plus grande crainte pour les années à venir, c'est l'arrivée d'une pandémie contre laquelle le monde ne serait absolument pas préparé. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Bon, Bill Gates, c'est pas juste un devin, il ne fait que relayer l'opinion de nombreux experts. Avec sa fondation, il y a un tas de rapports sur la santé mondiale, et donc dans ses conférences, il est un peu passeur, vulgarisateur de tous ces dossiers. Bon, et 5 ans plus tard, il y a un petit virus de rien du tout, le Covid-19 qui fait son arrivée, qui nous a bien emmerdés et qui a donné raison à Bill Gates. Alors en France, je sais pas, mais en tout cas aux États-Unis à ce moment-là, il est vraiment vu comme un lanceur d'alerte, un prophète pour certains même. Bill Gates, c'est une des cibles préférées des complotistes. Sur Internet, on peut trouver des trucs qui disent qu'il aurait fabriqué le Covid en labo pour pouvoir écouler les vaccins, ce qui n'est évidemment pas le cas, c'est de la fake news. On arrive en mai 2021, Bill et Melinda Gates lâchent une bombe sur Twitter, ils divorcent. En gros, en 2019, le New York Times révèle que Bill Gates n'a pas arrêté de voir son ami Jeffrey Epstein, un financier de Wall Street assez connu, alors qu'il savait qu'il entretenait un réseau de prostitution d'adolescentes. Melinda Gates n'a pas explicitement dit que c'est pour ça qu'elle l'avait quitté, disons que ça n'a pas aidé quoi. D'ailleurs, elle a commencé à consulter ses propres avocats dès la sortie de l'article. It wasn't one moment or one specific thing that happened. There just came a point in time where there was enough there that I realized it just wasn't healthy and I couldn't trust what we had. Après le divorce, Melinda va quand même garder son nom de famille et ils continuent tous les deux à gérer la fondation. Et comme si ça suffisait pas, le New York Times publie un article en 2021 dans lequel il évoque des comportements discutables de Bill Gates envers les femmes. La fondation Gates, elle aussi, fait polémique. Son immense contribution à la santé et à l'éducation dans le monde est hyper louable. Certains détracteurs accusent la fondation Gates d'être un moyen pour le milliardaire de s'acheter une bonne image et du pouvoir. La fondation finance des entreprises pas toujours très éthiques et écolo. Je pense à Monsanto, qui est une entreprise ricaine qui fabrique des herbicides qui sont catastrophiques pour l'environnement et la santé, mais la fondation finance aussi Coca-Cola ou McDo. Pourtant, l'écologie, Bill Gates s'y intéresse vachement. Il a même écrit un bouquin sur le sujet en 2021, dans lequel il explique et dresse des recommandations avec une série d'experts sur
Comment éviter une catastrophe climatique. Je ne sais pas s'il a lu son livre, mais il n'applique pas toutes les recos qu'il fait. Bill Gates se déplace régulièrement en jet privé. D'ailleurs, entre janvier et août 2022, il a tellement pris l'avion qu'il est le gars qui a le plus émis de CO2 des États-Unis. Il admet lui-même que c'est pas ouf, que c'est son petit plaisir coupable. On a tous des petits plaisirs. Yeah, I probably have one of the highest greenhouse gas footprints of anyone on the planet. You know, my kind of ironic. personal flying alone is gigantic. Now I'm spending quite a bit to buy aviation fuel that was made with plants. You know, I switched to an electric car, I've used solar panels. L'été dernier, à 66 ans, il a annoncé sur Twitter qu'il comptait donner la quasi-totalité de son patrimoine à sa fondation, quitte à descendre dans le classement des personnes les plus riches du monde. Après, ça va, vous en faites pas pour lui. Aujourd'hui, le patrimoine de Bill Gates est estimé à 117 milliards de dollars, et malgré ça, il n'est plus dans le top 3 des hommes les plus riches du monde. Non, il est en 4e position, derrière Bernard Arnault, Jeff Bezos et Elon Musk. D'ailleurs, je vous ai déjà raconté leur histoire, juste ici. Aujourd'hui, Bill Gates bosse principalement sur sa fondation. Il ne détient plus que 1,3% de la société Microsoft, mais il s'intéresse quand même énormément aux nouvelles technologies. Très récemment, c'est ChatGPT, l'intelligence artificielle, qui l'a interpellé. Selon Bill Gates, ChatGPT va révolutionner notre monde et que c'était une invention aussi importante qu'Internet. L'histoire de Bill Gates, c'est l'histoire d'un gamin surdoué, celle d'un petit génie de l'informatique au caractère bien trempé. L'histoire de Bill Gates, c'est aussi celle de Microsoft, celle de la grande histoire d'Internet. L'histoire de Bill Gates, c'est l'histoire d'un businessman milliardaire qui a décidé d'utiliser son argent pour les plus pauvres et de manière générale pour le bien commun. L'histoire de Bill Gates, c'est aussi celle d'un homme ambivalent, brillant pour certains, manipulateur pour d'autres, qui aura marqué à jamais le monde moderne. C'était l'histoire de Bill Gates. Je vous en parlais au début les amis, cette vidéo est permise grâce au soutien de Yomoni. Yomoni, c'est une entreprise dans laquelle Bill Gates aurait dû investir parce que c'est assez smart, je vous explique. Yomoni, c'est ce qu'on appelle une fintech. Fin pour finance et tech pour technologie. Le principe, vous allez voir, est assez simple. Si vous avez un peu d'argent de côté, alors pas la fortune de Bill Gates, hein, ça commence à partir de 1000 €, Yomoni l'investit pour faire fructifier votre épargne au fil du temps. Pour ça, ils utilisent des robots advisors qui prennent des décisions d'investissement mathématiques, le tout supervisé par des conseillers experts pour prendre les meilleures décisions possibles. En plus de ça, les frais de gestion sont 2 fois moins chers que la moyenne du marché. Ces frais de gestion correspondent à 1,6% de l'investissement initial, tout frais compris. Évidemment, si je vous en parle, c'est que je me suis renseigné. Yomoni, c'est une très belle entreprise française, sérieuse, supervisée par l'autorité des marchés financiers. Soyons bien clairs, c'est important. On n'est pas sur du placement douteux d'influenceurs à Dubaï. Je trouvais ça intéressant de vous en parler. De mon côté, je veux de plus en plus investir mon épargne de manière responsable et verte, et Yomoni propose ça. La possibilité de choisir que notre argent soit investi de manière responsable. Yomoni vous promet par exemple de ne jamais investir votre épargne dans des entreprises qui ne sont pas au top niveau d'un point de vue écologique ou social. Bref, vous l'avez compris, j'aime beaucoup cette solution d'investissement qui change la manière d'investir son épargne. En plus, c'est français, le lien du site et de l'application sont en commentaire. Chaque clic sur le lien donne de la force à la chaîne. C'était Gaspard G, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à toute mon équipe qui a travaillé sur cette vidéo. Et j'en profite pour lâcher un petit big up à Alfie, qui a été le monteur de Histoire 2 pendant un petit moment. C'était la dernière vidéo qui montait, merci Alfie. L'Histoire 2, c'est toujours et encore un dimanche sur deux. Alors, à dimanche dans 2 semaines.